Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors la semaine dernière, j'ai peut-être commis une petite injustice à l'encontre de Jean-Michel Venture de Paradis. Et là, je sens que tous ceux qui ne se souviennent pas de qui il s'agit sont un peu inquiets. Alors, pour ceux qui ont été et celles qui ont été attentifs, donc, vous savez qu'il s'agit que c'est celui qui a traduit en arabe la fameuse proclamation de Bonaparte, à peine arrivé à Alexandrie en juillet 1798. Et j'avais évoqué le témoignage d'Al-Jabarti, ce savant égyptien témoin de l'occupation française qui se plaignait que cette version, donc en arabe, de la proclamation comportait de nombreuses fautes, qu'elle était, disait-il, écrite dans un style à la fois trop pompeux et trop familier. Or, Venture de Paradis mérite mieux que de rester associé dans la mémoire collective à cette maîtrise imparfaite de l'arabe littéral, et surtout de l'arabe littéraire. Pardon. Et il se trouve que des travaux récents nous permettent de mieux le connaître. Il a été, on le savait, un interprète au service des diplomates et des consuls français dans le monde ottoman, ce qu'on appelait à l'époque un droguement. Il a vécu à Constantinople, à Damas, au Caire, à Alger. Il parlait l'arabe, le turc, le berbère et reconnaissait lui-même la difficulté de ces langues. Mais il n'était pas seulement un interprète investi dans des enjeux diplomatiques, il était aussi un savant et il a laissé plusieurs manuscrits, notamment des travaux sur la langue berbère qui furent publiés plus tard. Enfin, il servait d'informateur sur les réalités du monde arabe pour les philosophes parisiens avec qui il était en correspondance. Alors, il est vrai qu'il n'a jamais cherché à atteindre une véritable reconnaissance scientifique. À quoi bon d'ailleurs, puisqu'il avait le bon sens de le reconnaître, des compétences linguistiques et des connaissances érudites ne permettaient pas d'obtenir le poste de consul qu'il espérait. En France, expliquait-il lucidement, en France, ces connaissances qui ont exigé une étude sérieuse pendant un très grand nombre d'années amènent tout au plus à obtenir une chaire au Collège de France, une place d'interprète à la Bibliothèque nationale, ou bien à végéter toute sa vie loin de sa patrie, dans des places subalternes qui procurent à peine la subsistance. Alors en 1798, finalement, à 60 ans, il obtient enfin une forme de reconnaissance, et pas n'importe laquelle, puisque Bonaparte, au moment de s'embarquer, le fait appeler, et il devient à la fois son interprète, son bras droit pour toutes les négociations avec les autorités locales, et il est même chargé de missions secrètes et dangereuses. Enfin, il est nommé à l'Institut d'Égypte, où la plupart des autres savants ont à peu près la moitié de son âge. Mais malheureusement, l'aventure tourne court. Au printemps 1799, lors de la campagne de Syrie, il tombe gravement malade, sans doute la dysenterie, et il meurt le 16 mai 1799. Alors, vous vous doutez que si je vous raconte cela, ce n'est pas seulement par souci de rendre justice à cette figure attachante ou pour le goût des seconds rôles pittoresques qui, en histoire comme au cinéma, font tout le charme des récits. Non, la carrière de Venture de Paradis, elle met en évidence la continuité, et c'est pour ça qu'elle est intéressante, entre les savoirs orientalistes et les formes antérieures à la révolution de circulation du savoir et de l'information de part et d'autre de la Méditerranée, et les nouveaux savoirs orientalistes issus de la campagne d'Égypte. Ces anciennes formes de circulation de l'information, eh bien, elles relevaient à la fois des pratiques savantes de l'érudition arabisante, celle dont j'ai parlé la semaine dernière, mais aussi des impératifs diplomatiques et politiques, et enfin de la nouvelle curiosité des Lumières pour les mondes musulmans. Alexander Bevilacqua, dont j'avais parlé aussi la semaine dernière, qui a consacré il y a 2 ans un article à Venture de Paradis, publié dans le Journal of Modern History, et il oppose cette continuité donc, entre les pratiques anciennes de circulation
des connaissances et les nouveaux savoirs orientalistes, cette continuité, il l'oppose à la thèse célèbre d'Edward Said, qui voyait dans l'expédition d'Égypte l'acte de naissance de l'orientalisme moderne, c'est-à-dire que Saïd il y voyait un discours, l'orientalisme moderne, c'est-à-dire un discours sur l'Orient devenu un instrument de domination impérialiste. Alors, je vous rappelle que c'est en 1978 qu'Edward Said a publié son grand livre, Orientalism, traduit 2 ans plus tard en français sous le titre L'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. L'argument, et vous avez ici la reproduction de l'édition de poche. L'argument principal était le suivant. Au XIXe et au XXe siècle, l'Occident a produit un ensemble de représentations archétypales, figées, caricaturales de l'Orient, plus précisément dans le livre de Saïd, l'Orient c'est le Proche et le Moyen-Orient, ensemble de représentations qui a accompagné et favorisé la domination coloniale européenne, puis lui a largement survécu. Ça, c'est le point important. Cet imaginaire réducteur, mélange de discours savants, de fantasmes culturels, de textes littéraires, de lieux communs, s'est révélé un dispositif de domination symbolique puissant, durable, dont les effets se font encore sentir, disait Saïd au moment de la parution du livre, y compris dans la littérature savante contemporaine et plus encore dans les relations internationales. Le succès du livre et les controverses qu'il a suscitées n'étaient pas sans rapport avec le contexte politique dans lequel le livre est paru. Bien qu'il ait fait ses études et toute sa carrière aux États-Unis, notamment à l'Université Columbia à New York, où il a enseigné pendant 40 ans, Edward Said était d'origine palestinienne, né à Jérusalem, et non seulement il ne s'en cachait pas, mais il a été toute sa vie une voix importante de la cause palestinienne, militant pour l'existence de 2 États. Le livre est sorti en 1978, l'année même de l'invasion du Sud-Liban par l'armée israélienne. Mais au-delà de ce contexte, le livre de Saïd a connu un succès considérable et durable dans le monde universitaire. On considère très souvent qu'il a initié le courant de ce qu'on appelle la critique postcoloniale, en appliquant les théories de Michel Foucault sur, on appelle des fois le savoir-pouvoir, et tout savoir est aussi un pouvoir. Il l'a appliqué dans l'étude des relations entre l'Occident et le reste du monde, qui n'était pas vraiment une préoccupation importante de Foucault, en tout cas à ce moment-là. Alors à l'inverse, la thèse de Saïd, donc elle a eu un effet absolument considérable, et elle a aussi suscité de nombreuses critiques. On lui a reproché notamment de durcir excessivement son argument, de mettre sur le même plan l'orientalisme savant et littéraire, de ne pas contextualiser assez les textes qu'il étudiait, ou encore de sous-estimer, par exemple, toute la grande tradition orientaliste allemande, qui est un peu à l'écart du livre. Alors, tout cela est vrai, mais il n'en reste pas moins que ce livre a exercé une influence fondamentale dans les études culturelles. L'orientalisme est un grand livre qui a marqué les sciences humaines depuis un demi-siècle et dont les thèses doivent et peuvent être discutées, contestées, nuancées. Alors, revenons à l'expédition d'Égypte. Saïd était bien sûr parfaitement conscient de la continuité entre les savants de Bonaparte et la tradition précédente. Mais il insistait, à mon avis à juste titre, sur le fait que ces opérations savantes étaient désormais, et c'était la nouveauté, étaient désormais au service d'un appareil politique et militaire, et donc d'un projet impérial. Dans une formule frappante, il écrit « l'Institut », c'est-à-dire l'Institut d'Égypte, l'Institut, avec ses équipes de chimistes, d'historiens, de biologistes, d'archéologues, de chirurgiens et de spécialistes de l'Antiquité, était la division savante de l'armée. Et c'est là un point qui, à mon avis, est souvent mal compris dans l'œuvre d'Edward Said. On croit qu'il a disqualifié le caractère savant des entreprises orientalistes sous prétexte qu'elles étaient inféodées à des logiques politiques. En réalité, il ne réfute pas leur apport scientifique, même s'il en souligne aussi les limites idéologiques. Mais il insiste sur le tournant qu'a représenté leur insertion dans un projet explicitement impérial.
Dès lors, l'orientalisme n'est pas seulement une discipline savante ou un ensemble de représentations artistiques, mais bien un dispositif de pouvoir. Et en ce sens, le cas de Venture de Paradis est assez révélateur. Dans les années précédant la Révolution, alors qu'il était en Tunisie, il avait fourni en information l'abbé Raynal, qui préparait un livre sur l'Afrique du Nord dans lequel il plaidait pour une expédition coloniale française visant à libérer les peuples arabes du despotisme turc. Ouvrage qui resta inédit de son vivant et qui n'est paru qu'en 1826, opportunément quelques années avant la conquête de l'Algérie. Autre figure majeure en arrière-plan de l'expédition d'Égypte, Volney, dont j'ai déjà souvent parlé, eh bien Volney incarne lui aussi la transition entre un orientalisme des Lumières et un orientalisme à vocation plus explicitement impérialiste. Sous la Restauration, devenu comte de Volney, revenu plus ou moins de ses espoirs révolutionnaires, eh bien, il proposera à la Société asiatique de Calcutta, cet avant-poste savant de la colonisation britannique en Inde, il lui proposera un projet d'alphabet européen universel. C'est lui qui dit universel, c'est un alphabet européen qu'on va transformer en alphabet universel en lui rajoutant quelques signes, et qui permettra de transcrire toutes les langues asiatiques, de l'arabe au chinois, ce qui devait permettre, selon lui, de diffuser la civilisation occidentale dans toutes ces régions du monde et d'assurer aux Européens, je le cite, une supériorité décidée sur les indigènes en toutes sortes d'affaires. Il ne faut donc pas seulement comprendre ce qui persiste des pratiques anciennes de l'érudition et du langage des Lumières dans l'orientalisme moderne, mais comprendre aussi ce qui a changé avec la Révolution, puis avec l'Empire. Il faut alors se pencher sur la façon dont la conquête napoléonienne de l'Europe, sa réorganisation administrative, mais aussi certaines politiques de spoliation culturelle, ont contribué à reconfigurer les liens entre la domination politique et la culture, dans un contexte d'enthousiasme patriotique, au point de former ce que l'on a pu appeler un impérialisme culturel. La notion est souvent elle-même attribuée à Edward Said, mais je pense que c'est une erreur, un léger contresens. En fait, à l'origine, cette notion d'impérialisme culturel, elle vient plutôt du sociologue des médias, Herbert Schiller, qui l'a développé dans un livre publié en 1976, Communication and Cultural Domination. Schiller n'était pas allemand, contrairement à ce qu'on indique, il était américain, il était, comme selon sa propre formule, un Américain critique de l'Empire américain. Il proposait donc une critique radicale de l'impérialisme américain en mettant en avant notamment les techniques de contrôle de la communication. Schiller était un historien, un spécialiste plutôt, c'était pas un historien, c'est un spécialiste, un théoricien des médias et de la communication, qu'il a enseigné toute sa vie. Et donc, ce qu'il mettait en avant, donc, c'est la façon dont l'impérialisme américain agissait en contrôlant les techniques de communication dans un système d'information mondiale grâce à l'avance de ces firmes technologiques. Peut-être un livre qu'il est intéressant de relire ces temps-ci. Schiller avait assisté, 3 ans auparavant, au Chili, aux efforts américains pour renverser Salvador Allende, et il insistait sur le fait que l'impérialisme ne devait plus seulement être conçu en termes de domination militaire et économique, c'était la façon habituelle de penser l'impérialisme, notamment en termes marxistes orthodoxes, domination militaire et économique, mais aussi comme l'imposition d'une langue internationale et grâce à des moyens de communication. Et ces analyses seront ensuite, par d'autres, élargies à d'autres pans de cette domination culturelle américaine, depuis, si vous voulez, le cinéma hollywoodien jusqu'à, conçu comme l'usine à rêve mondiale, jusqu'à Coca-Cola comme boisson hégémonique. C'est dans ce contexte que la notion d'impérialisme culturel a été élaborée pour dénoncer ce que l'on commençait à appeler, dans les années 70, l'américanisation du monde, ce qu'on appellera plus tard la globalisation des modes de vie, et ce que l'historienne
Victoria de Grazia appelle l'Empire irrésistible. Saïd, pour sa part, a publié en 1992 un livre intitulé Culture et impérialisme, mais la perspective était, je crois, un peu différente. D'abord, c'est un peu plus tardif, et il ne cherchait pas, dans ce livre, il ne cherchait pas tellement à étudier la façon dont l'impérialisme impose l'unification culturelle des modes de vie, mais plutôt la façon dont les imaginaires savants et culturels servent d'instruments à la domination politique dans la continuité de son travail sur l'orientalisme. Alors, pour ma part, je pense évidemment que la notion d'impérialisme culturel, si on veut l'utiliser, pour qu'elle soit correctement pensée, elle doit intégrer ces deux dimensions, qui sont d'ailleurs tout à fait convergentes, puisque ce sont les représentations négatives des cultures dominées qui conduisent à imposer de façon uniforme, ou à essayer d'imposer de façon uniforme la culture dominante. Celle-ci peut alors être présentée non pas comme une simple coercition, mais comme un progrès. Alors, comme vous le voyez, la notion d'impérialisme culturel a été d'abord élaborée pour critiquer l'impérialisme américain en Europe et en Amérique du Sud, puis le colonialisme franco-britannique au Proche-Orient. Or, elle a progressivement été étendue à d'autres domaines et à d'autres contextes historiques, et en particulier à l'Empire napoléonien, qui peut être considéré comme la matrice moderne de cet impérialisme culturel. Le premier, à ma connaissance, à avoir proposé d'appliquer cette notion d'impérialisme culturel à la période napoléonienne, c'est l'historien anglais Stuart Wolff, dans deux articles majeurs publiés dans la revue britannique Past and Present en 1989 et 1992. Alors, Stuart Wolff est connu aussi pour ses travaux sur l'Italie napoléonienne et notamment sa synthèse « Napoléon et la conquête de l'Europe », en anglais c'est « Integration of Europe », c'est intéressant, qui a été publié exactement au même moment, traduit en français, donc en 1990. Avant lui, alors c'est un livre qui est souvent à juste titre considéré comme un tournant dans les études napoléoniennes, pas tant pour la question de l'impérialisme culturel, mais parce que jusque-là, l'historiographie s'était beaucoup concentrée sur la vie et la personne de Napoléon, évidemment, sur l'histoire intérieure de la France sous Napoléon et sur l'histoire militaire. Le grand apport de Stuart Wolff a été de proposer une histoire de l'Europe sous l'Empire et une histoire qui ne se concentre pas uniquement sur Napoléon lui-même, mais qui réfléchisse plutôt à la façon dont, par exemple, le rôle des administrateurs, je vais y revenir, à la façon dont les choses se passaient dans les provinces, et notamment dans les nouvelles régions conquises. Il reste que l'apport le plus théorique de son approche, et notamment sa réflexion sur l'impérialisme culturel, ne figurait pas dans le livre, mais dans les articles qui, eux, n'ont pas été traduits en français, ont été, il me semble, assez peu discutés. Stuart Wolff montrait en effet que la notion de civilisation, qui avait été si importante dans la pensée des Lumières, et qui avait permis de penser justement le progrès historique, avait servi, sous l'Empire, à affirmer la supériorité européenne sur le reste du monde, mais qu'elle était aussi devenue un instrument de l'impérialisme culturel français à l'intérieur même de l'Europe. Alors bien sûr, cette dimension ethnocentrée, et c'est le terme de Stuart Wolff, ethnocentrée de la civilisation, dans laquelle la France incarne les valeurs universelles de la civilisation, eh bien nous l'avons déjà rencontrée au XVIIIe siècle. Nous en avions parlé l'an dernier, je vous renvoie par exemple au cours du 22 janvier 2024, c'est-à-dire juste il y a un an, dans lequel j'avais montré que l'émergence d'un discours national français au XVIIIe siècle s'était appuyée sur l'affirmation d'une supériorité culturelle, supériorité de la langue, des mœurs et de la morale. La Révolution ajoute à ce discours patriotique une autre dimension, celle de la France, vecteur de la liberté et de la régénération. Pensez, par exemple, au discours de Robespierre que j'ai cité lors de la première séance il y a 3 semaines. L'Empire, au fond,
hérite de cette double fierté patriotique. Il synthétise les deux discours de la France civilisatrice et de la France émancipatrice. C'est ce qui explique le rôle que jouent, surtout au début, c'est-à-dire surtout sous le Consulat, mais encore après, ce qu'on appelle les idéologues, c'est-à-dire ces savants et intellectuels, le terme à l'époque n'avait rien de péjoratif, c'est-à-dire que ce sont des savants et des intellectuels qui se veulent les héritiers de Condillac et de Condorcet, et qui furent en quelque sorte les intellectuels organiques du Directoire, qui ont soutenu Bonaparte au moment de Brumaire, et dont la plupart se sont éloignés politiquement lors du tournant autoritaire du Consulat. Alors ils s'en sont éloignés, enfin Bonaparte aussi les a éloignés, hein, comme souvent, donc les intellectuels lui étaient bien utiles à un moment, et puis il s'en est très vite méfié, mais néanmoins, leur discours restera et restait un des fondements idéologiques de l'impérialisme culturel sous l'Empire. Ce discours, il consistait à apporter la civilisation aux peuples annexés, la civilisation, c'est-à-dire à la fois, et c'est là que ça devient intéressant, à la fois les mœurs de l'Ancien Régime, la politesse, la civilité, la littérature, la grande littérature française, donc voilà, les mœurs françaises de l'Ancien Régime, et les acquis politiques de la Révolution. C'est ça que la notion se met à unifier. Alors, la grande différence, c'est qu'avec ce qui a précédé, c'est qu'au XVIIIe siècle, ce langage de la civilisation était encore un discours idéologique et littéraire et philosophique. Sous l'Empire, il devient un discours politique, articulé à la puissance d'un État et à une entreprise de conquête, de réforme et d'intégration politique. Progressivement, surtout à l'apogée de l'Empire, il est arrivé que les intérêts propres de l'État et ceux de la gloire militaire de l'empereur les définitivement emportés sur les ambitions civilisatrices, celles-ci devenant de plus en plus un simple prétexte idéologique à une politique de grandeur. Mais, néanmoins, elles n'ont jamais disparu. En tout cas, il est clair que dans la première partie du règne de Napoléon, sous le Consulat et au début de l'Empire, le langage de la civilisation a fait l'objet d'un investissement massif, une véritable recharge sémantique et politique portée par les efforts des idéologues. Il apparaissait alors comme un concept quasiment scientifique, expliquant de très nombreux éléments des sociétés humaines, permettant de hiérarchiser les cultures et les individus en les plaçant à différentes étapes d'une évolution qui mène de la vie sauvage ou de la barbarie jusqu'à ce modèle de la vie policée et raffinée incarnée par la société parisienne. La continuité entre le discours des Lumières et celui des administrateurs impériaux se manifeste par exemple et très nettement dans le regard porté par ces administrateurs sur les habitants des territoires annexés, qui faisaient l'objet de toute une série de préjugés méprisants, a fortiori au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la France, et donc on allait en direction des limites orientales de l'Europe. Alors, ce serait facile, mais un peu fastidieux, donc je vous épargne. Vous trouverez dans la bibliographie le florilège un peu accablant des préjugés, des lieux communs sur ces populations. Ce qui est très frappant, pour synthétiser, c'est le fait que les mêmes termes qui étaient utilisés pour décrire les peuples sauvages dans l'anthropologie des Lumières étaient à ce moment-là repris pour décrire les nouveaux sujets de l'Empire. Et un symbole, si vous voulez, de cette continuité, un symbole très marquant, c'est un personnage qui s'appelle Joseph-Marie de Gérandeau, qui est un personnage assez intriguant, assez fascinant, qui est d'abord connu comme philosophe et comme historien de la philosophie, il a écrit une histoire de la philosophie, qui a été un des membres éminents de la Société des observateurs de l'homme, cette première société anthropologique, bien étudiée par Jean-Luc Chappé. Et dans ce contexte, de Gérandeau a rédigé ce manuel, ce quasi-manuel, premier manuel d'ethnographie, si vous voulez, pour servir à l'expédition dans le Pacifique de Nicolas Baudin, qui était intitulé « Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages ».
Or, il se trouve que de Gérando a fait par la suite une remarquable carrière administrative sous l'Empire, comme secrétaire général du ministère de l'Intérieur à partir de 1804, puis qu'il a été chargé d'introduire l'administration française en Toscane à partir de 1808, et qu'il y fut le maître d'œuvre d'une politique de francisation. Et en 1810, il écrivait cette fois à propos des Romains, il a passé beaucoup de temps en Italie, il écrivait à propos des Romains, je cite, « Ce peuple doit être éclairé, nous devons trouver le moyen le plus sûr d'effacer leurs propres coutumes nationales et d'unir entièrement les Romains aux Français. » Alors, j'emprunte cette citation, mais parmi beaucoup d'autres de la même teneur à l'époque, à un autre historien britannique, anglais, Michael Bros, qui a repris et formalisé, peut-être un peu durci aussi des fois, cette approche en termes d'impérialisme culturel dans son livre sur l'Empire napoléonien en Italie, sous-titré justement « Un impérialisme culturel en Europe, en contexte européen », avec, vous le remarquez néanmoins, un point d'interrogation. Bros il défend l'idée que la domination impériale française en Italie s'est traduite par une politique d'exploitation conduisant à imposer partout un modèle français, mélange de classicisme Louis XIVien et de rationalisme issu de la pensée des Lumières. Il diagnostique même un tournant au milieu du règne, le passage d'une politique d'intégration à une véritable politique qu'il appelle, lui, d'assimilation forcée. Alors, retenons ce nom, parce que vous savez que la question de la politique d'assimilation est une question qui, en histoire coloniale, est très importante et qu'on va retrouver dans d'autres séances. Enfin, lui, il désigne ça, et donc une politique d'assimilation forcée, hostile à toutes les différences culturelles et religieuses, obtenue par la coercition et la violence, et qui a suscité en retour de nombreuses révoltes à l'échelle locale. Alors, l'approche de Michael Bros est très intéressante, parfois manque un tout petit peu de nuances, et notamment dans le fait qu'il minimise sans doute, ça lui a été reproché, le fait qu'une partie des élites, et peut-être au-delà, notamment en Italie, ont aussi salué avec enthousiasme la chute des monarchies d'Ancien Régime, l'avènement d'une législation moderne, héritée des Lumières, notamment à travers le Code civil, même devenu Code Napoléon, et à travers le nouveau langage patriotique et national dont les élites italiennes vont se nourrir. De même, il est clair que Michael Bros insiste parfois exagérément sur le mépris exprimé par les administrateurs impériaux pour les peuples conquis. Bon. Il reste que le point important à mes yeux, c'est la façon dont il a aussi insisté sur le fait que les résistances, enfin, il a insisté sur les résistances suscitées au sein de ces populations par l'introduction de réformes modernisatrices imposées uniformément. Très souvent, on considère que les révoltes en Italie, en Allemagne, évidemment en Espagne, à la domination et aux conquêtes napoléoniennes, étaient au fond des sortes de proto-nationalisme, parce qu'on les regarde à partir depuis le XIXe siècle. Mais pour Bros, ces révoltes sont moins des mouvements proto-nationaux que le rejet populaire des réformes rationalistes héritées des Lumières. Et du coup, le regard qui est porté est un peu différent. Car au fond, ce qui domine dans la politique impériale, c'est le désir d'uniformisation. C'est le grand rêve de l'État napoléonien. Imposer partout les mêmes règles juridiques, les mêmes pratiques sociales, le tout piloté par la même administration. Le langage de la civilisation, dans la pensée historique des Lumières, chez Voltaire ou chez Condorcet, désignait un phénomène presque spontané, alors certes porté par les cours princières, royales, mais aussi par le commerce, par le développement des lettres, le développement des sciences. Sous l'Empire, progressivement, ce discours cède la place à un discours de l'uniformisation réglementaire et juridique piloté par l'État qui prend le contrôle des mœurs et qui refuse les différences. Les disparités, qu'elles relèvent de la coutume, des identités locales, des traditions religieuses, doivent être identifiées pour être éradiquées au nom du progrès.
Le mécanisme était déjà en partie à l'œuvre sous la Révolution. Nous l'avions vu l'an dernier encore à travers la politique linguistique de l'abbé Grégoire, par exemple, qui voulait, je vous rappelle, universaliser la langue française, c'est-à-dire détruire les patois. Mais cette logique est désormais élargie à l'échelle de l'Europe et trouve le soutien d'un appareil administratif et militaire puissant, sans commune mesure avec celui des années révolutionnaires. Et quand je dis à l'échelle de l'Europe, il faut préciser, car vous le savez, l'Europe napoléonienne est constituée de plusieurs cercles. D'une part, l'Empire proprement dit, constitué des territoires qui lui ont été rattachés. Alors, à l'époque, on disait réunis, c'est le terme officiel. En réalité, il faudrait peut-être dire annexés. Mais alors, si vous dites annexés ou si vous dites réunis, vous voyez bien que c'est des positions historiographiques et politiques par rapport à ce qui s'est passé qui sont différentes. Disons les territoires réunis. Et ces réunions ont commencé sous la Révolution, permettant le passage de 83 à une centaine de départements, mais c'est accéléré par la suite, aboutissant à l'apogée de l'Empire, à un total de 140 départements, incluant la Belgique, les actuels Pays-Bas, la rive gauche du Rhin, la Suisse, le Piémont, la Toscane, tout ça, ce sont des départements français en 1811. Et d'autre part, au-delà de ces frontières, Napoléon a constitué, vous le savez aussi, une série d'États satellites confiés le plus souvent à des membres de sa famille, le royaume d'Italie, le royaume de Naples, etc. La départementalisation, elle a été un instrument fondamental pour permettre aux conquêtes d'être présentées et vécues comme une véritable intégration à la France. Car, il faut le reconnaître, les habitants avaient dès lors les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations, notamment fiscales et militaires. Mais il fallait pouvoir gérer cet empire cosmopolite qui allait de Hambourg à Perpignan, d'Amsterdam à Rome. L'empire pouvait compter sur une bureaucratie éclairée qui avait été largement formée par les épreuves révolutionnaires, ses administrateurs, juges, préfets, personnel des douanes, qui ont été d'ailleurs étudiés notamment par Aurélien Lignereux, le plus récemment, dans son livre Les Impériaux, et dont certains, il faut le noter, quelques années après la chute de l'Empire, vont trouver à se reconvertir dans l'administration coloniale. Même si cette politique est menée par une bureaucratie éclairée, la liberté est de moins en moins son horizon. Le désir de fraternité nationale s'est transformé en ambition de rationalité impériale. Alors, la façon dont les idéaux des Lumières ont été à la fois poursuivis et pervertis par Napoléon est particulièrement visible dans son rapport à la guerre. Napoléon fait mine à plusieurs reprises de vouloir établir la paix par la guerre, reprenant ainsi un leitmotiv des Lumières, celui de la dernière guerre devant aboutir à la pacification générale, mais ce faisant, il produit plutôt un état de guerre permanente où son pouvoir doit toujours être légitimé par de nouvelles victoires, aboutissant à une sorte de fuite en avant dans les nouvelles conquêtes, et même, selon l'analyse de l'historien américain David Bell, à une situation de guerre totale où les civils ne sont pas épargnés, où toute la société est mobilisée par des exigences militaires. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon prétend avoir voulu constituer une fédération d'États pour assurer la paix universelle, et il affirme même avoir voulu réaliser le projet de l'abbé de Saint-Pierre. Ce système fédératif, dit-il, aurait unifié l'Europe grâce à un système d'éducation commune. Paris aurait été le centre de cette fédération, les Français auraient suscité l'envie des nations, ce qui l'amène à conclure « La France eût été le plus grand miracle de la civilisation ». Là encore, c'est très frappant de voir que l'héritage des Lumières, ou du moins une partie de cet héritage, est bien présent ici, idéal de paix, idéal de civilisation, mais il est en quelque sorte vidé de son sens, il ne reste plus qu'une rhétorique patriotique un peu creuse qui masque mal l'ambition impériale au service de la gloire de l'empereur lui-même. Il ne demeure presque plus rien de ce cosmopolitisme républicain qui poussait Immanuel Kant à écrire son projet de paix perpétuelle 20 ans auparavant. L'universalisme de la liberté, qui devait aboutir à une fédération d'États libres, pour Kant, a accouché sur un rêve de monarchie universelle. C'est toute la contradiction, si vous voulez,
du régime napoléonien, comme l'a bien noté Annie Jourdan, alors que Napoléon, et je la cite, alors que Napoléon introduisait dans les divers États des réformes libérales et rationnelles dignes du XVIIIe siècle et de la Révolution, lui-même surplombait l'édifice par une figure empruntée à l'Ancien Régime. Sur un plan plus proprement culturel, le théâtre est alors un des grands instruments de diffusion de la langue et de la littérature française, presque un élément de soft power, au sens où pourra l'être bien plus tard le cinéma hollywoodien pour le mode de vie américain. Comparaison qui a été proposée par Raoul Markovits, qui montre que les administrateurs français encouragent l'installation de troupes françaises dans les territoires annexés ou dans d'autres régions, par exemple en Allemagne. À Mayence, où une troupe est installée, le général Marescot écrit ainsi à Chaptal « Un spectacle français peut être un des moyens efficaces à employer pour franciser les peuples nouvellement conquis. » On peut et on doit bien sûr insister sur la continuité avec le XVIIIe siècle, où déjà le discours de la supériorité du théâtre français et de son potentiel civilisateur était bien présent, par exemple chez Voltaire, qui y voyait une revanche symbolique après la perte des colonies françaises, un empire de l'esprit, et donc un impérialisme de substitution. Mais il n'y eut pas au XVIIIe siècle de véritable politique cohérente. Ce sont plutôt en général des entrepreneurs locaux, à Vienne, à Genève, à Cadix, qui ont cherché à faire venir des troupes françaises. Avec l'Empire, les choses sont différentes. L'installation de troupes françaises est encouragée par les administrateurs impériaux dans le contexte d'une politique de francisation. Raoul Markovits cite ainsi le commissaire Charon, chargé de la police à Turin en 1802, qui écrivait au général Jourdan pour proposer l'installation d'un théâtre français au Piémont et qui, après avoir évoqué quelques arguments classiques, concluait ainsi « Montrons que notre langue a le droit, comme nos armes, de prétendre à la conquête du monde et que nos tibules français peuvent offrir à l'harmonie un rythme aussi lyrique et peut-être aussi mélodieux que la langue dégénérée des peuples du Latium. » Double argument donc, celui de la décadence culturelle de l'Italie, dont même la langue a dégénéré, et celui de l'universalité du français, parti à la conquête du monde. La France et la Nouvelle Rome, c'est à son tour de civiliser les Italiens, et on croirait entendre des échos de Rivarol, qui écrivait quelques années auparavant « Le temps semble être venu de dire le monde français, comme autrefois le monde romain. » Alors, cette tension entre un idéal de civilisation et une volonté de francisation, eh bien, nous l'avons déjà rencontré, nous l'avons rencontré à plusieurs reprises, et nous l'avons rencontré la semaine dernière en Égypte. D'ailleurs, j'y avais fait allusion, Bonaparte réclamait l'envoi d'une troupe de comédiens français pour le délassement des soldats, certes, mais aussi, et surtout, écrivait-il, pour commencer à changer les mœurs de ce pays. Rentré en France, d'ailleurs, il chargera Chaptal d'organiser l'envoi d'une troupe qui fut arraisonnée en mer par les Anglais et qui ne parvint jamais au Caire, comme l'a montré Philippe Bourdin. Toute la politique égyptienne et plus tard italienne tenait dans cette ambivalence. D'un côté, un discours de libération, où la France viendrait apporter les principes universels de liberté et d'égalité, permettant au peuple de renouer avec leur grandeur passée. De l'autre, la tentation d'imposer un mode de vie français, une langue française et des institutions françaises. Alors, évidemment, à nos yeux, il y a une sorte de contradiction entre les deux. Est-ce que vous êtes des libérateurs ou est-ce que vous êtes des impérialistes? Est-ce que vous venez pour nous émanciper ou est-ce que vous venez pour nous imposer votre langue, votre culture et vos lois? Or, pour la plupart des savants proches de Bonaparte et plus tard des administrateurs impériaux, il n'y avait pas vraiment de contradiction, car la France était devenue, pour eux, la figure même de la civilisation et de l'universel. Un exemple parmi d'autres. Moins d'un an avant de s'embarquer pour l'Égypte. Nous sommes donc à l'été, fin de l'été 1797. Plus précisément, le premier Vendémiaire en 6, c'est-à-dire le 22 septembre 1797, c'était l'anniversaire de la proclamation de la République, et donc le général Bonaparte fait un discours à ses troupes
Et il déclare ceci: « Soldats, nous célébrons le premier Vendémiaire, l'époque la plus chère aux Français. Elle sera un jour bien célèbre dans les annales du monde. C'est de ce jour que date la fondation de la République, l'organisation de la grande nation. Et la grande nation est appelée à étonner et à consoler le monde. » Étonner et consoler le monde. Alors, la grande nation, le mot en quelque sorte est lâché. Le terme si souvent employé dans ces années-là pour désigner la France fière de sa mission universelle est devenu, plus tard, dans l'historiographie, une expression consacrée pour désigner l'expansion de la France en Europe sous la Révolution. C'est le titre, par exemple, que Jacques Godechaux avait donné à son livre classique sur le sujet. J'ai oublié de vous mettre la référence, elle sera sur le site. Mais le risque, bien sûr, c'est de naturaliser l'expression. Si bien qu'on ne sait pas très bien ce qui relève encore de la fierté patriotique des Français, l'engouement pour des peuples européens pour la liberté, ou d'une dynamique visant à englober des régions progressivement annexées. Alors on peut poser la question, en fait, d'où vient cette expression, la grande nation ? Albert Mathiez, historien de la Révolution, avait découvert son origine. Il l'avait expliqué dans un article de 1929 dans les Annales historiques de la Révolution française, la revue qu'il avait fondée. Enfin, quand je dis un article, ça fait moins de 10 lignes. C'était dans la rubrique Notes et glanes. On savait aller à l'essentiel à l'époque, c'était bien. Il montre que l'expression « grande nation » venait d'un député du Magne, dans le Péloponnèse, qui l'aurait utilisée lors d'une ambassade à Corfou, auprès de Bonaparte, formule que Bonaparte s'empresse de transmettre au directoire qui accueille l'expression avec enthousiasme, et, ajoute Mathiez, parfois avec ridicule. Et il évoque notamment la réveillère courant dans la salle du directoire en se frottant les mains et en s'exclamant « La grande nation, que c'est joli, quelle bonne idée !» Bon. Mais après Mathiez, un très court article où il cite ces deux expressions, enfin ces deux citations, après lui, des historiennes et des historiens de la Révolution, à vrai dire, n'en ont guère tiré de conséquences de cette découverte, de cette idée que la grande nation n'était pas juste un terme général, mais que ça venait précisément de Napoléon en 1797, jusqu'à ce que Jean-Yves Guillaumard se consacre deux bons articles, un peu confidentiels, mais très détaillés, très importants à la question, en 1999 et 2000. Il montrait de façon très convaincante que la formule « grande nation » avait une histoire précise, et donc qu'elle apparaissait effectivement dans le contexte de l'été grec de 1797, au moment où Bonaparte, après avoir progressé, après l'Italie, il progresse dans les Balkans, il commence à regarder vers l'Égypte. C'est-à-dire un moment où l'expansion de la France n'était plus seulement un élargissement territorial vers des régions proches et frontalières, mais commençait à prendre une dimension plus globale. Guillaumard insistait sur le fait que cette présence de la formule « grande nation » dans le discours bonapartiste et républicain, ce qu'il est aussi beaucoup repris dans ces années-là par les néo-jacobins, à la fin du Directoire, eh bien, la présence de cette formule était massive, mais de très courte durée. C'est-à-dire qu'on la retrouve beaucoup entre 1797 et 1800, un peu encore sous le consulat, mais à peine, et plus du tout sous l'Empire. Et surtout, on la trouve dans des discours politiques, on la trouve dans des grandes proclamations, mais beaucoup moins dans les textes officiels. Alors, que faut-il en conclure ? D'une part, la grande nation était avant tout un slogan politique qui correspondait à un moment d'enthousiasme nationaliste, patriotique, saisissant la plupart des acteurs révolutionnaires face aux victoires des armées républicaines en Italie et face à la perspective, désormais ouverte, d'une expansion mondiale de la Révolution. D'autre part, son succès correspond à un moment où l'idée même de nation était en train de changer de sens. C'est ça qui est intéressant. Elle n'était plus prioritairement, comme au début de la Révolution, comme en 1789, le cœur de la souveraineté démocratique. La souveraineté vient de la nation. En 89, la nation, c'est le mot-clé pour penser la nouvelle souveraineté démocratique opposée à la souveraineté royale et absolutiste. Mais elle est en train
de prendre un tournant justement qu'on peut dire impérialiste, pour ne pas dire impérial, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bonaparte cessera d'utiliser la formule « grande nation » lorsqu'il sera devenu Napoléon et que l'idéal de la nation aura été remplacé par celle de l'Empire. Et d'ailleurs, la notion elle-même, il faut le relever, avait une possible ambiguïté. Les peuples des territoires annexés, réunis si vous voulez, et des républiques sœurs, les Belges, les Néerlandais, les Savoyards, les Piémontais, faisaient-ils partie de la grande nation ? Sur ce point, l'analyse des nombreuses occurrences par Guillaumard ne laisse aucune place à l'hésitation. Dans l'esprit des contemporains, la grande nation, ce sont les Français. Les autres peuples sont invités à s'y intégrer, à s'y fondre. L'expression est donc, au fond, plus ethnique que politique. Comme l'écrivait donc Guillaumard, la grande nation n'est pas grande parce qu'elle s'est quantitativement agrandie, mais parce que ces accroissements sont la sanction normale et le témoignage visible de sa grandeur substantielle que des accidents ne sauraient que confirmer et illustrer. Le passage de la grande nation au projet impérial se situait encore sur un autre plan, celui d'une centralisation culturelle et symbolique qui faisait de Paris à la fois la capitale de la nation française et le cœur d'un nouvel empire à vocation universelle. Vous le savez, Napoléon a poursuivi et même intensifié à grande échelle la politique de spoliation entamée sous le Directoire. En Italie notamment, mais aussi en Europe du Nord, des trésors étaient saisis, envoyés à Paris où ils allaient remplir les salles du Muséum central des arts au Louvre, qui mettait justement en avant sa vocation de musée universel. Vous le savez bien, mais n'oubliez pas que lorsque vous allez au Louvre admirer les noces de Cana de Véronèse, vous regardez un tableau qui avait été conçu pour l'église de San Giorgio Maggiore à Venise, dans les dimensions exactes de l'église, et où il fut saisi en 1797 par l'armée française, découpé à cause de sa dimension, et emmené en France, tellement grand qu'ensuite on n'a pas pu le restituer. Sous l'Empire, donc ça a commencé avec évidemment le Directoire, mais sous l'Empire, ce sont des milliers de tableaux, de statues antiques, d'éléments architecturaux, d'objets archéologiques qui furent confisqués et conduits à Paris. Stuart Wolff, par exemple, écrit que, vivant de nom, en Italie, suivait Napoléon comme une hyène, écrit-il, à l'affût de tous les biens patrimoniaux qu'il pourrait saisir. Voilà. Tout ceci, évidemment, est bien connu. Je vous renvoie évidemment aux travaux de Bénédicte Savoie, que vous connaissez, et tout particulièrement à son livre « Patrimoine annexé, les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800 », publié en 2003. Et puis l'ensemble des travaux, évidemment, de Bénédicte Savoie. Alors, comme c'est bien connu, je voudrais plutôt insister sur le fait que ces confiscations n'ont pas été limitées aux œuvres d'art. On pense toujours aux œuvres d'art. Les bibliothèques aussi ont fait l'objet de nombreuses saisies, l'idée étant de faire de Paris donc, le centre culturel des arts et des sciences, en créant non seulement un musée universel, mais aussi une bibliothèque universelle. À la suite des grandes victoires de Napoléon après 1805, le projet fut même élargi aux archives, de façon assez spectaculaire. Lors de l'entrée des troupes françaises à Vienne, en 1809, il fut décidé de confisquer et de rapporter à Paris les archives du Saint-Empire. Puis plus tard, quelques mois plus tard, à Rome, en 1810, ce sont les archives de la papauté qui ont été saisies. Ces deux modèles de l'universalisme médiéval, l'Empire et la papauté, étaient ainsi réunis sous la houlette de Napoléon. L'historienne Maria Pia Donato, qui a étudié cette tentative de confisquer l'histoire, c'est le titre de son livre, enfin le sous-titre de son livre, en concentrant à Paris les archives du monde, décrit en détail les opérations colossales de saisie, souvent de façon improvisée et confuse, de transport, puis d'inventaire qui furent nécessaires pour ces saisies. L'ambition impériale dans ce domaine était sans limite. Par la suite, Napoléon chercha à faire main basse sur les archives de Simancas, en Espagne, où il croyait à tort trouver les archives de l'Empire ibérique, qui étaient en réalité à Séville, puis de nombreuses archives italiennes, notamment celles de Florence.
Le responsable de ces opérations était le directeur des archives, le garde des archives, comme on disait, Pierre-Claude François Donoux, qui était un républicain, modéré et libéral, ancien conventionnel, figure intellectuelle et politique du directoire, membre de l'Institut qu'il avait contribué à fonder, proche des idéologues dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un homme que Napoléon avait donc nommé en 1804 et qui se consacra entièrement à cette mission à la tête des archives. En 1811, il organisa une tournée en Italie pour repérer les archives à saisir. À Paris, il installa toutes ces nouvelles acquisitions au Palais Soubise, qui abrite aujourd'hui encore, vous le savez, le CARAN, le centre d'accueil et de recherche des archives nationales. Puis en 1812, Napoléon lança un projet grandiose. Il s'agissait de construire un grand palais juste en face du Champ de Mars qui devait abriter cette profusion d'archives, un bâtiment qui aurait réuni, selon l'expression de Pierre Daru, qui était un des plus proches conseillers de Napoléon, qui aurait réuni les archives du monde. Le bâtiment, bien sûr, ne sera jamais achevé. Cette ambition périclitera avec la chute du régime. Ce qui est intéressant dans ce projet de centraliser à Paris toutes les archives de l'Europe et peut-être même du monde, c'est qu'il s'agit évidemment d'un projet impérialiste porté par Napoléon, un projet tendu vers la gloire politique de la France, fondé sur de véritables butins de guerre, mais que c'était aussi un projet savant, un projet intellectuel. Donoux était un homme des Lumières, un passionné d'archives et d'histoire, qui rédigea des essais historiques, produisit de nouveaux classements, supervisa la mise en fiche d'innombrables archives et les utilisa dans ses combats contre le pouvoir pontifical. Car c'était aussi là un des enjeux de la confiscation des archives de la papauté, qui s'inscrivait en ce sens dans une continuité des combats des Lumières. Par exemple, firent très attention de saisir les archives du procès de Galilée, qui figurait parmi les prises de guerre donc en 1810 et qui devaient mettre en évidence le caractère néfaste de l'Inquisition et le fanatisme de l'Église catholique. Une fois de plus, vous le voyez, l'impérialisme militaire agressif et spoliateur et les ambitions savantes, rationalistes et universalistes des Lumières, loin de s'opposer, étaient intimement mêlés. Cette politique de spoliation visant à faire de Paris la capitale universelle de l'Empire est un des aspects les plus frappants de la façon dont le langage de l'universel a pu être mis au service de l'impérialisme français dès lors que le destin de la grande nation, devenue empire français, a été considéré comme annonçant la régénération du monde. Mais elle s'inscrit plus généralement dans une politique de centralisation et d'unification donc de l'Europe que je viens d'écrire et qui résultait de la rencontre entre deux mouvements initiés dès les débuts de la Révolution. Donc d'une part, l'extension des réformes éclairées au-delà des frontières, mais amputées de leur idéal démocratique, et d'autre part, le désir d'uniformisation culturelle. Et donc, à bien des égards, on pourrait dire que cette politique s'inscrit de centralisation et d'uniformisation, s'inscrit dans la continuité des Lumières et de la Révolution, tout en radicalisant cet héritage inscrit désormais dans un projet autoritaire. Oui, mais, il y a quand même un petit twist avant la fin de la séance, donc oui, mais l'héritage des Lumières, alors vous savez bien que c'est ma marotte, eh bien, l'héritage des Lumières, il est pluriel, si bien qu'il ne se résume pas à cette ambition rationaliste et centralisatrice et uniformisatrice, même si, bien sûr, il en est un des éléments. D'autres héritiers, fidèles, eux, à la dimension plus libérale et cosmopolite, dont nous avons beaucoup parlé des Lumières, se sont d'ailleurs opposés, et se sont opposés vivement à cette politique. Alors je vais prendre un exemple pour terminer, un cas, mais intéressant et important, qui est le cas de Benjamin Constant. Alors, vous le savez sans doute, il est un des premiers grands théoriciens français du libéralisme politique. Il appartient à cette génération intermédiaire entre les Lumières et les libéraux du XIXe siècle, si vous voulez, entre Montesquieu et Tocqueville, pour aller vite. Il était né à Lausanne en 1767, dans une famille protestante d'origine française, réfugié après la révocation de l'édit de Nantes. Sous le Directoire, il commence à jouer un rôle littéraire et politique,
notamment à travers le couple en vue qu'il forme avec Germaine de Staël. Sous le Consulat, il commence par soutenir Bonaparte, tout en s'opposant très vite à la personnalisation du régime, puis il s'oppose à lui et part en Suisse, puis en Allemagne avec Germaine de Staël. En 1814, il publie le texte sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, De l'esprit de conquête et de l'usurpation, qui est un réquisitoire contre l'Empire. Et un point en particulier m'intéresse ici, la critique féroce que dresse Benjamin Constant de la logique d'uniformisation, non seulement politique, mais aussi culturelle et morale, qui lui semble inhérente à la politique moderne. Au-delà de l'Empire, c'est cette politique d'uniformisation qui est visée, et je vous signale le sous-titre, ce qu'on dit toujours, de l'esprit de conquête et de l'usurpation, le titre exact du pamphlet de Benjamin Constant, c'est dans leur rapport avec la civilisation européenne. Vous voyez que cette notion de civilisation, elle est absolument centrale dans tous ces débats. Alors bien sûr, Benjamin Constant n'est pas le premier, lui aussi, je vous dis, c'est un héritier des Lumières. Je vais développer ces arguments, mais je rappelle que Montesquieu déjà avait insisté fortement sur les inconvénients de l'uniformisation. Dans le chapitre 18 du livre 29 de l'Esprit des lois, il affirmait, je cite, que certaines idées d'uniformité saisissent quelquefois les grands esprits, mais frappent infailliblement les petits. C'était au fond, disait-il, la solution de facilité. L'évidence des esprits simples, même mesure, même loi, même religion pour tous, voilà de quoi assurer la tranquillité publique. Mais Montesquieu, lui, affichait son scepticisme et ajoutait cette question toute rhétorique, lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'ils suivent la même. C'est un point sur lequel Jean Starobinski avait très justement insisté dans son essai sur Montesquieu, publié une première fois en 1953, repris et presque totalement refondu en 1979, et qui vient d'être réédité il y a quelques mois avec une préface de Martin Rueff. Alors que la critique de l'uniformité par Montesquieu a souvent été présentée, par exemple par Althusser, comme une sorte de réticence conservatrice à l'encontre de l'égalité, une sorte de défense de la société d'ordre par Montesquieu face à la montée en puissance de l'égalité, Starobinski en avait une lecture beaucoup plus subtile, et lui, il y proposait d'y voir une sorte d'intuition par Montesquieu de la parenté secrète entre démocratie et despotisme, entre la pente possible d'un esprit d'égalité extrême et le pouvoir tyrannique d'un seul. Je cite Starobinski, « La liberté vit de disparités et de différences sauvegardées, maintenues d'un commun et pacifique accord. » Alors, Constant connaît ce texte évidemment de Montesquieu. Il le cite, enfin, il y fait référence dans son livre, il s'y appuie, mais tout en nuançant d'ailleurs le jugement de Montesquieu sur l'évolution historique du droit de conquête. L'auteur de l'Esprit des lois s'était réjoui du fait que les conquérants modernes soient plus doux avec les peuples conquis que ceux de l'Antiquité. C'est vrai, reconnaît Constant, en tout cas c'était vrai jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais la Révolution et l'Empire ont changé tout cela. L'esprit de conquête, dit-il, en est ressorti plus impétueux que jamais. Alors certes, on n'extermine plus les vaincus, on ne les réduit plus en esclavage. Une fois la conquête passée, la vie semble reprendre comme avant, mais c'est une illusion, car les conquérants modernes, entendez la France révolutionnaire et impériale, ne se contentent pas de dominer, elle veut transformer profondément les sociétés vaincues pour les modeler sur sa propre idée de la civilisation. Elle veut changer les mœurs, les pratiques, les habitudes sociales, tout ce à quoi tiennent les habitants, tout ce qui leur procure joie, fierté, liberté, tout ce qui les enracine dans un territoire, dans une tradition, dans un héritage. Je cite Benjamin Constant, « La conquête chez les anciens détruisait souvent les nations entières, mais quand elle ne les détruisait pas, elle laissait intacts tous les objets de l'attachement le plus vif des hommes, leurs mœurs, leurs lois, leurs usages, leurs dieux. Il n'en va pas de même dans les temps modernes. » Et il ajoute une phrase absolument extraordinaire, il dit « La vanité de la civilisation est plus tourmentante que l'orgueil de la barbarie. »
Celui-ci, donc l'orgueil de la barbarie, celui-ci voit en masse, la première examine avec inquiétude et en détail. Autrement dit, mieux vaut être conquis par un chef barbare qui tuera peut-être ses ennemis, mais laissera ensuite les gens vivre à leur façon, plutôt que par un souverain civilisateur qui ne voudra rien laisser subsister du passé, de ce qui faisait la spécificité de telle ou telle province et qui voudra imposer sa propre culture au nom du progrès. Je le cite à nouveau, « Les conquérants de nos jours, peuples ou princes, veulent que leur empire ne présente qu'une surface unie sur laquelle l'œil superbe du pouvoir se promène sans rencontrer aucune inégalité qui le blesse ou qui borne sa vue. » Le problème de la conquête moderne, c'est qu'elle veut imposer les mêmes codes, les mêmes règlements et, comble de la folie, la même langue. Seule la religion est exceptée, remarque Constant. Mais il ajoute, peut-être est-ce parce qu'on la méprise, la regardant comme une erreur usée qu'il faut laisser mourir en paix. Et vous retrouvez ce que nous disions la semaine dernière à propos de l'Égypte. Avec la sécularisation, la civilisation a remplacé la religion. Et elle impose en tout, non seulement des croyances, mais des comportements identiques, uniformes. Je cite encore Benjamin Constant, sur tout le reste, donc tout ce qui n'est pas la religion, sur tout le reste, le grand mot aujourd'hui, c'est l'uniformité. Je m'étonne qu'on n'ait pas ordonné à tous les habitants de porter le même costume afin que le maître ne rencontre plus de bigarrures irrégulières et de choquantes variétés. Alors, quand j'ai lu ce texte, un mot qui m'a sauté au visage, comme ça, c'est le mot bigarrure. Parce que peut-être que vous vous en souvenez, en tout cas pour celles et ceux qui suivaient aussi ce cours l'an dernier, eh bien c'est le terme qu'utilisait Pierre Bayle un siècle plus tôt dans un texte que j'avais longuement commenté l'année dernière, dans lequel il posait les fondements d'une politique de la tolérance religieuse en dénonçant la révocation de l'édit de Nantes et les politiques de conversion forcée. Ces mêmes politiques qui avaient forcé, justement, conduit les Constants de Rebec à s'enfuir. Alors, est-ce que chez Constant, c'est une réminiscence du style de Pierre Bayle, qu'il connaissait certainement? En tout cas, il est très frappant que la critique des conversions forcées au nom de la diversité religieuse et de la liberté de conscience soit relayée autour de ce même terme de la nécessaire bigarrure par une critique de l'uniformisation civilisatrice des modernes. Comme s'il existait une continuité paradoxale entre les persécutions religieuses de l'absolutisme catholique et intolérant et les réformes culturelles menées au nom de la civilisation, du progrès et des Lumières. Cette remarque, dans le livre de Benjamin Constant, introduit un chapitre, le 13e, intitulé « De l'uniformité », justement, qui développe longuement cette critique. Le désir d'uniformité conduit, dit-il, à une sorte de nivellement social et culturel, propre aussi bien au despotisme qu'à ce que Constant appelle la démagogie, c'est-à-dire, en fait, pour lui, les excès de la démocratie. C'est-à-dire que c'est un point commun de la terreur robespierriste et de l'Empire napoléonien. Il s'agit de détruire tout ce qui pourrait s'interposer entre l'État et les individus, tout ce qui pourrait servir de résistance à l'autorité. Je cite presque une dernière fois Constant, « Aujourd'hui, l'admiration pour l'uniformité, admiration réelle dans quelques esprits bornés, affectée par beaucoup d'esprits serviles, est reçue comme un dogme religieux. Or, fin de la citation, or cette uniformité que l'État civilisateur veut imposer est parfaitement tyrannique, dit Constant. Là encore, je le cite, elle poursuit les vaincus dans l'intérieur de leur existence, elle les mutile pour les réduire à une proportion uniforme. Constant ne se contente pas de critiquer les effets des conquêtes militaires, c'est-à-dire les conséquences de cet impérialisme culturel que nous avons décrit là pendant toute cette séance. En réalité, et c'est ça qui est intéressant, ce qui vise à travers cette critique de la politique de Napoléon, c'est toute la politique moderne, y compris à l'intérieur des frontières nationales. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au nom d'un libéralisme conséquent, qui n'est pas un individualisme naïf et simpliste, mais qui est une réflexion sur la façon de limiter les abus du pouvoir et la tyrannie de la majorité, Constant prononce un éloge fervent de la diversité. Car, écrit-il cette fois, la variété c'est la vie, l'uniformité c'est la mort.
saurait être plus tranchant, ce n'est pas seulement l'empire ici qu'il vise, mais la nation elle-même, lorsqu'elle confond universalisme et uniformisation. Je cite, cette fois c'est la dernière citation, « La nation entière n'est rien quand on la sépare des fractions qui la composent. C'est en défendant les droits des fractions qu'on défend les droits de la nation entière. » Remarque importante, car l'erreur est trop souvent commise, aussi bien chez ceux qui voient dans l'Empire napoléonien un moment d'impérialisme culturel, que chez ceux qui glorifient la grande épopée militaire et la destruction des monarchies d'Ancien Régime. Cette erreur, c'est de considérer l'Empire comme une parenthèse, une sorte de moment à part, exceptionnel. Mon hypothèse, à l'inverse, et je vous l'avais dit au début de la séance précédente, c'est qu'il s'agit d'une étape essentielle de reprise et de transformation des idéaux civilisationnels des Lumières, sans laquelle, sans cette reprise, la mission civilisatrice brandie en faveur des politiques coloniales tout au long du XIXe siècle demeure incompréhensible. Et donc, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est que l'impérialisme culturel associe trois éléments, des réformes éclairées, un principe d'uniformisation administrative, juridique et culturelle, et un idéal de francisation qui suscite en retour l'affirmation de particularismes locaux. Et c'est la postérité de ces trois dimensions que nous étudierons plus en détail dans les séances qui viennent. Je vous remercie.